à cœur de vous présenter ma manière de pratiquer et d'enseigner cette discipline. C'est une discipline qui me passionne, c'est une discipline qui permet de, voilà, de faire plein de choses, de travailler sur soi, voilà. Moi, j'ai un regard qui est plutôt thérapeutique sur le sujet. J'ai démarré le Feng Shui il y a combien de temps? J'ai connu le Feng Shui à peu près c'est 2005-2006. Puis après, donc j'ai rapidement fait une formation, des formations. Je me suis formé aussi à l'énergétique, à la géobiologie, à la bioénergie. En pratiquant tout ça, j'ai eu des choses, des canaux d'extrasensorialité qui se sont ouvertes, ce qui m'a permis de travailler la bioénergie, donc des soins en bioénergie et la géobiologie par claire vision. Et là, j'ai vraiment beaucoup appris sur la symbolique, sur le chi, sur les énergies, sur notre interaction entre la conscience de ce que nous dégageons, de nos turpitudes, de nos parties lumineuses, de nos parties sombres, de tout ça, qui peuvent se manifester comme ça sur des plans intangibles, sur des plans énergétiques, sur des formes pensées, sur voilà. Et voilà mon regard qui se porte sur comment on fait pour aller mieux dans la vie. Une vaste question. Il y a vaste question. Il y a plein de réponses. Il y a des très bonnes réponses. Il y a des réponses un peu moins bonnes. Et donc, faut pouvoir avoir un certain discernement, pouvoir slalonner entre toutes ces informations. Et voilà. En tout cas, je vais vous présenter ma vision. Donc, on a une quête qui est spirituelle. C'est important de le préciser, en tout cas à mes yeux, parce que la quête initiale du Feng Shui n'est pas forcément une quête spirituelle, mais c'est plutôt euh, une quête de longévité. Parce que vous savez, le Feng Shui est issu donc du taoïsme. Et la quête taoïste, c'est l'éternité en fait. C'est vivre le plus longtemps sur Terre en économisant notre énergie primordiale. Donc voilà, en pratiquant les arts énergétiques, le tai chi, par l'alimentation, par la médecine chinoise, par tout un tas de comme ça de process qui vont faire qu'on va économiser cette énergie vitale et vivre le plus longtemps possible. Finalement, c'est pas très éloigné de la quête spirituelle parce qu'on va être obligé aussi de s'occuper de l'esprit, de la gestion des émotions, de l'âme. Et ça offre aussi des opportunités, évidemment, pour travailler sur soi. Et puis, la vision holistique, c'est quelque chose de très important parce que déjà, la médecine chinoise, c'est une médecine holistique qui s'occupe autant des causes que des conséquences. Et en tout cas, à chaque fois qu'on va voir une conséquence, on va essayer de chercher et de trouver la cause pour la transformer. Voilà, ça, c'est vraiment fondamental. Donc, on soigne pas les bobos, on essaie de guérir et d'avoir un changement probant dans les causes qui nous mènent à la souffrance. Donc, dans la quête spirituelle, l'idée, c'est de transcender l'ego et la dualité, parce que notre ego est quelque chose d'important qui vient nous permettre de vivre dans la matérialité, de vivre dans l'espace tridimensionnel dans lequel nous sommes, parce que sinon, on ne pourrait pas être incarné s'il n'y avait pas d'ego. Donc, voilà, c'est très utile. Mais en même temps, cet ego va produire une énergie d'attraction à soi dans un but de survie. Et donc, c'est un peu une attraction anarchique qui s'effectue sur les plans physiques, sur les plans archaïques, mais aussi sur les plans psychologiques, émotionnels et finalement à tous les niveaux. Et donc, lorsqu'on arrive à transcender l'ego et la dualité, eh bien, on découvre notre véritable nature, qui est une nature spirituelle. Donc, nous sommes des êtres, nous sommes des âmes incarnées dans la matière, dans la terre. Et lorsqu'on a découvert cette chose-là, eh ben, on découvre l'amour, on découvre notre filiation divine, et c'est ça la clé en fait. C'est pas d'avoir une accumulation d'objets, c'est pas d'avoir des croyances, c'est vraiment d'être dans cette relation à soi en tant que réalité spirituelle. Et donc voilà, c'est aussi un chemin d'unité où dans cette transcendance de l'ego, on va retrouver l'unité
du yin et du yang, l'unité féminin et masculin, qui va permettre, voilà, dans la Trinité, de pouvoir être dans la création, dans la créativité. Et ça, c'est union yin-yang, c'est vraiment fondamental parce que vous voyez, dans l'énergie comme ça et dans la vie en général, tout est mouvement et le mouvement est créé par justement le yin et le yang, par la loi de polarité. Et à partir du moment où on va rompre cette loi, on va rentrer dans quelque chose de statique et la vie va s'arrêter, les projets vont s'arrêter, les choses vont se bloquer et donc on va évoluer vers la souffrance. Et donc, cette unité, on va la retrouver d'un point de vue spirituel. Donc, déjà, c'est bien d'avoir, vous voyez à droite, là, on a un schéma avec une personne dans son corps physique. Et puis, on voit qu'il y a la connexion au soi qui est au niveau du chakra du cœur, au niveau de voilà l'âme qui est incarnée ici. Mais cette âme, elle n'est pas totalement incarnée dans le corps de chair. Vous voyez, dans le langage des oiseaux, on dit... on parle de la matière va s'écrire en 2 mots, en fait même en 3 mots, et ça s'écrit comme ça, vous voyez, l'âme, à tiers. Ce qui veut dire que dans le monde physique, dans la matière, le monde matériel, nous avons un tiers de notre partie spirituelle qui est effectivement au niveau ici du chakra du cœur, mais les 2 tiers qui sont pas là, eh bien, c'est ce qu'on appelle le soi supérieur, qui est une partie, voilà, que vous voyez là, qui évolue dans les cieux, qui n'est pas incarné dans la chair et qui œuvre avec, en fait, le monde spirituel. Et ça, c'est très important parce que dans la spiritualité, on sait qu'on vit c'est un monde qui est déchu, dans un monde qui est chaotique, dans un monde où il y a plein de problèmes, dans un monde où il y a beaucoup d'ego, beaucoup voilà, de turpitude, etc. Et en s'incarnant comme ça dans la matière, eh bien, nous perdons la similitude divine. C'est-à-dire que nous conservons l'image divine à travers l'ADN, à travers la géométrie sacrée du corps, à travers la connexion à notre âme, qui est quand même voilà, très divine, mais on en a perdu la similitude. Et cette similitude qui nous permet en fait de véhiculer le verbe divin au quotidien, eh ben, une des façons, enfin c'est même la façon de retrouver la similitude, c'est d'être en connexion et d'être le réceptacle voilà, de ce soi supérieur. Ce soi supérieur, c'est une partie de nous qui connaît, en fait, qui a la connaissance, qui a la connaissance des vies passées, qui a la connaissance de notre chemin de vie. Et l'inspiration, vous voyez, quand on dit je suis inspiré pour être guidé dans mon chemin et aller vers un chemin qui va être beaucoup plus glorieux, c'est une inspiration qui est évidemment aussi en lien avec, ce soi supérieur. D'accord, donc ça c'est très très important. Et donc voilà, retrouver l'unité, c'est aussi retrouver l'unité avec son soi supérieur, ce qui va nous permettre de reconnaître de véritables filiations divines, filiations spirituelles. Et en faisant cela, on va éviter les identifications. Vous voyez, être identifié à, par exemple, moi je pourrais être ce soir maître feng shui conférencier qui va parler devant plusieurs personnes. Vous voyez, si mon ego en fait il s'accapare de ce rôle et se glorifie de ce rôle, eh bien je vais me défaire de ma véritable nature qui est la lumière et l'amour et je vais avoir un comportement égotique. Vous voyez, et donc l'identification, c'est quelque chose de très très courant, de très répandu, de quotidien, parce que la société nous propose quasiment que de ce système-là, en fait. Vous voyez, vous êtes un manifestant, vous êtes un chauffard, un chauffeur, un cycliste, un piéton, un apprenant, un lycéen, un chef d'entreprise, une mère de famille, un père de... Enfin, bref. Et ça permet de cataloguer les gens, puis les mettre dans des cases, puis après, dedans, on met ce qu'on veut, en fait. Mais c'est un système qui est utilisé dans la vie sociale, mais qui nous perd, en fait, de nos véritables natures. Et donc, pour être en état de paix intérieure,
la clé, c'est d'être en relation avec voilà cette partie-là. Et si on s'en écarte, eh bien, on va nourrir notre ego. Okay, donc, on est soit en train de nourrir notre partie spirituelle, notre partie lumineuse, soit notre partie inférieure. Et donc, quand on va nourrir notre ego, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va passer de un état de paix intérieure à un trait de caractère. Il va être plus ou moins affirmé, mais voilà, un trait de caractère qui va s'éloigner de notre réalité réelle. Si le trait de caractère, il est bien trempé, hein, par exemple quelqu'un de bien sanguin, après, on va se sentir mal à l'intérieur, donc on va générer des formes de pensée, on va générer des émotions, on va générer un système de croyances, on va souffrir, on va créer un désordre sur les plans psychiques, émotionnels, physiques, et puis après, on va être dans la pathologie, et donc pathologie égale maladie. Notre point de départ, ça va être la souffrance et le désordre et toutes ces configurations égotiques, parce que ça va être la souffrance, elle est utile parce qu'elle va permettre en fait de tirer un signal d'alarme pour nous dire attention, on s'écarte du chemin. Vous voyez, c'est pour ça quand on court et qu'on tombe, on se fait mal, donc le corps a mal et la douleur, elle est faite pour faire attention la prochaine fois à aller plus doucement, à s'entraîner à courir mieux, etc., etc. Donc, il en est pas, c'est pas très différent pour la souffrance psychique et la souffrance émotionnelle. C'est exactement le même principe. Elle est là pour nous indiquer que le chemin qu'on emploie, c'est pas le bon en fait. Si on prend exemple par exemple sur une émotion qui est la colère. La colère en médecine chinoise, c'est l'énergie du bois qui, dans la partie supérieure, correspond à l'amitié, au respect de l'autre, à la sauvegarde de son territoire, voilà, le respect. Donc, on va maintenir un territoire pour pouvoir s'exprimer à l'intérieur et en même temps, on va le faire respecter dans l'amour et la compassion, ce qui n'est pas toujours évident. Si, vous voyez, dans mon comportement égotique, je vais nourrir une colère, mais qui va être inférieure, dans mon trait de caractère, je vais avoir un tempérament sanguin. Puis après, on peut être irritable, donc on va se mettre en colère rapidement, on va être colérique, on peut être violent, et donc au bout d'un moment, on va être haineux. Donc, et une colère comme ça, appuyée, renforcée et vécue longtemps, ben, c'est le foie qui va trinquer en fait. Donc la répercussion médicale sur le corps, sur l'organe, en lien avec la colère, c'est le foie, tout le méridien du foie et de la vésicule biliaire. L'émotion opposée à la colère, donc à la tristesse, c'est une émotion qui est importante parce qu'elle va permettre de vivre les deuils et de se détacher. Donc quelqu'un qui vit la tristesse de façon positive, c'est pas quelqu'un qui va forcément pleurer, mais qui va avoir une facilité à se détacher des événements qui l'empêchent d'avancer dans sa vie. D'un point de vue égotique, on va être dans la mélancolie. Donc on va être un peu mou, pas très dynamique, etc. Retiré, voyez, un repli sur soi. Quand on va être dans un trait de caractère bien appuyé, et puis après on va être dans une tristesse excessive, et la pathologie sera la dépression qui agira sur le méridien du poumon. Voilà, ça, ce schéma-là, on peut le faire à peu près avec n'importe quoi en fait. En feng shui, on peut faire avec toutes les étoiles volantes, avec le tigre, le dragon, le phénix, avec les traits de caractère, avec tout se décline de cette façon-là en fait. Je crois que toutes les émotions, tous les schémas de pensée, vous voyez, vous avez toujours un point de départ qui peut être très lumineux, mais cette même énergie, elle peut être utilisée et déclinée dans une façon qui va nous faire souffrir et qui va créer une forme de maladie. Dans le feng shui, on parle beaucoup de qi, puisque c'est évidemment l'énergie vitale et c'est le vecteur d'une analyse. Dans le feng shui, on va étudier en fait les interactions entre l'habitat, l'habitant et donc les manifestations du qi. Et donc, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles sont les manifestations égotiques pour pouvoir s'en affranchir et retourner vers un espace de calme et de bien-être.
Et donc, ce que j'ai pu remarquer dans les soins que j'ai pratiqués pendant un petit moment, là, ça fait quelques années que j'ai pratiqué ça, les manifestations énergétiques de l'ego sont en fait des formes pensées que nous allons émettre. Et en émettant ces formes pensées, on va être dans ce qu'on appelle le péché spirituel. Donc ici, vous avez la définition du péché spirituel selon le professeur Hurtak qui a rédigé la Pistis Sophia, qui a un des ouvrages, et en tout cas des commentaires sur l'ouvrage de la Pistis Sophia. Donc, ce n'est pas un péché catholique, loin de là, c'est la définition énergétique. Donc, le péché est le blocage ou la limitation de la lumière. C'est l'incapacité à travailler la grâce divine et le corps de lumière. Terme indiquant le triomphe de l'aspect terrestre égotique de la vie, capacité à mal utiliser ou à ignorer les mystères, l'enseignement divin et à démontrer totalement un manque de foi. Ce qui signifie en fait que lorsque l'on va s'écarter de notre lumière intérieure, donc quand on va non plus louer son soi et son soi supérieur, mais qu'on va partir dans des directions égotiques, quand on va nourrir notre nature inférieure, on va créer des formes pensées en relation avec les turpitudes. Donc ces formes pensées sont plus ou moins denses et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont bloquer le passage des énergies lumineuses, donc des énergies qui sont vitalisantes, dans le corps physique et dans les corps énergétiques et dans les méridiens. D'accord? Donc elles vont également bloquer le passage de la lumière dans nos corps, ce qui rend la vie spirituelle moins accessible, voire impossible. Et donc notre âme n'aura plus cette capacité à être nourrie en amour et en lumière, et donc on va rester dans une conscience ordinaire, on va rester dans une conscience limitée, dans des schémas de fonctionnement psychologique et émotionnel limités, et ça s'appelle la mort spirituelle. D'accord? Donc voici les choses, moi, que je peux voir par claire vision. Vous voyez, par exemple, le premier schéma à gauche, vous avez, alors c'est très symbolique hein, dans le corps par rapport au positionnement de chakra. Ici, vous avez jugement de soi. Donc, jugement de soi, c'est deuxième chakra arrière. Et puis, troisième chakra avant. Ici, j'ai du mal à prendre ma place. Vous voyez? Et donc, je ne m'aime pas et j'aime pas les autres. Donc, vous avez une chose comme ça, un pieu qui peut s'enfoncer, qui peut traverser la personne. Ça fait des fois, on a du mal à respirer, des choses comme ça. Vous voyez, les charges mentales, quand on commence à ruminer, à avoir la mystère qui court et puis qui fait ça pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, et ben, vous avez une espèce de truc là qui fait une brouillard dans la tête. Et voilà, c'est les tourments qu'on peut voir comme ça ça fait en fait ça fait des densités, on peut le sentir avec la main aussi tellement c'est dense. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une structure une texture qui est très très en relation avec la psyché. C'est-à-dire que quelqu'un de un peu rigide, par exemple, dans un fonctionnement psychique, il va avoir une forme pensée qui va être bien tendue. Et puis quelqu'un un peu glauque, un peu voilà, ça va être tout mou, tout gluant, tout voilà. Donc ça, c'est en fait c'est un miroir. Hein, ces formes pensées sont des miroirs de nos comportements en fait. Et ici vous avez par exemple un kyste astral qui est en relation avec la rate. Donc vous avez un point comme ça qui s'accroche, donc qui prend racine dans l'organe. Et puis après vous avez toutes les choses qu'on veut évacuer. Donc la rate, souvent, c'est en rapport avec la mère, avec le féminin, avec l'intellect, avec tout ça. Et donc, voilà, qui peut exprimer une problématique en lien avec la mère, les regrets, quelque chose qu'on a raté. Vous voyez, un truc qu'on n'a pas digéré, que la rate, c'est en lien avec la digestion. Et après, on verra qu'avec les étoiles volantes, vous avez l'étoile 2, par exemple, l'étoile 5 peut être en relation avec ça. Ce qui fait que on peut voir comme ça des manifestations corporelles je vous montrerai des exemples tout à l'heure qu'on peut complètement mettre en relation avec le plan de la maison. Ici, vous avez, vous voyez, un binôme qui fonctionne à merveille, qui est un binôme vous savez, les bonhommes allumettes là, que Jacques Martel, voilà, qui faut faire le truc symbolique, où on va couper les liens, et ben c'est des liens qu'on peut voir comme ça par clairvoyance, qui ont également une texture, qui ont une force, qui peuvent avoir, voilà.
Et c'est exactement ce schéma de quelqu'un qui cherche à contrôler l'autre, vous voyez, avec son 6e chakra avant. Donc, il va aller tirer un lien. C'est quantique, en fait. Hein, on tire un lien, ça disparaît, puis après, ça réapparaît sur la personne. Et puis, la personne, ben, elle est plutôt dans les peurs, les doutes, et elle aura tendance à donner son pouvoir. Donc, les deux vont être reliés par le chakra du cœur, et ça va serrer. Et puis après, dans l'injonction de faire les choses, puis le 3e chakra avant, c'est en lien avec le faire, le prendre sa place, etc. Donc, en fait, il y en a un qui gouvernait. Donc, la personne à droite, là, elle va se mettre en retrait, puis elle va faire les choses en fonction des désirs de l'autre, et l'autre va la commander. Et ça fonctionnera tant que les deux ne seront pas posé la question d'enlever ces schémas-là, en fait. Et quand bien même il y en a un qui enlève ce schéma-là, et ben, du coup, la relation, elle peut plus durer, donc il y a une séparation. Et si la personne n'a pas compris et reproduit un même schéma, ben, elle va réattirer le même phénomène, en fait. Donc, une autre personne qui jouera exactement le même rôle. Vous voyez, donc, il n'y a pas de hasard, en fait. Il n'y a que des lois d'attraction qui sont présentes. Et puis après, vous voyez, donc, quand on met tout cumulé, ben, vous pouvez avoir des personnes qui sont dans un état énergétique un peu compliqué. Donc, quand on commence à en arriver là, et j'en ai vu, la vie, elle n'est pas simple, parce que c'est très, voilà, c'est très lourd, on est embarqué dans les émotions, voilà, on traîne le fardeau, en fait. Et donc, voilà, c'est ça le péché spirituel, c'est donc toutes ces formes pensées qui sont émises par nos systèmes de pensée, par notre gestion émotionnelle, et qui va façonner le chi de cette façon, donc d'une façon qui va empêcher l'énergie de circuler et la lumière de nous pénétrer pour vivre en harmonie et en paix dans les lois d'amour, en fait. Vous voyez? Donc, c'est important de s'en occuper. Dans l'habitation, ben, vous vous retrouvez après, vous voyez, je m'assois sur le canapé et puis je déverse des trucs et des machins. Au bureau, je travaille, vous voyez, je suis stressé. La nuit, je fais des cauchemars et on voit un peu les mêmes choses, en fait. Ici, vous avez une charge de tristesse, par exemple, qui va être ici avec, ça, généralement, c'est quand on fait des cauchemars assez récurrents, il y a des choses comme ça. La personne dit, OK, je vais arrêter d'être triste, je vais changer mon comportement. Ben, le soir, elle se couche dans un bain de tristesse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ça réveille la tristesse. Vous voyez, donc c'est important de pouvoir enlever toutes ces émanations avec, voilà, avec les outils appropriés. Donc l'idée, c'est, voilà, de retrouver un corps énergétique qui soit tout propre, comme les vêtements en fait. Hein. Souvent on parle de vêtements, le vêtement de lumière, le vêtement de chair, etc. Hein, si vous ne lavez pas vos vêtements de 1, 2, 3, 4, 6, 7 semaines, ça commence à pas aller du tout. Donc imaginez que et c'est pareil, le corps physique, si vous prenez pas de douche pendant un certain temps, c'est pas très glorieux. Hein. Donc les corps énergétiques, c'est pareil en fait. L'hygiène énergétique dans la maison et dans ces corps, elle est super importante. Voilà, donc ça c'est le postulat qui explique le pourquoi du comment. Donc ça, on parle de chi. Pour le coup, tout ça, c'est le chi qu'on va émettre. D'accord? C'est un chi humain qui va être généré parce qu'après, il y a plein d'autres sortes, par les éléments, par l'eau, voilà. En géobiologie, on rencontre plein de phénomènes. Et donc, c'est pour ça que le point de départ, c'est la souffrance. Vous voyez? Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque nous souffrons, nous nous éloignons de notre partie spirituelle, de notre lumière intérieure, et donc c'est un signal d'alarme. Donc, du coup, la façon dont on va faire le déroulé d'une expertise, c'est très largement inspiré j'ai rien inventé, évidemment, mais c'est en relation avec les 4 nobles vérités du Bouddha, qui sont en fait en lien aussi avec les transformations alchimiques. Et donc, vous avez en gros les 4 étapes dont la première est de reconnaître la souffrance telle qu'elle se présente. Donc, ça veut dire qu'il faut éviter les jugements, éviter les comportements de victimisation, etc. Donc, faut voir, faut ouvrir les yeux et voir, même si des fois, ben, c'est pas facile. Ensuite, on va comprendre la cause. Voilà, ça, c'est vachement important. Donc, on va dire, bah voilà, je souffre, j'ai tel et tel événement dans ma vie. C'est dû au fait que, voilà, ça peut être karmique, ça peut être dans l'enfance, on va résoudre les problèmes.
Puis ensuite, on va se libérer de l'attachement à la souffrance. Donc là, c'est un deuil. Donc, on meurt. Enfin, l'ego meurt. C'est pour ça que c'est pas facile, parce qu'on a un rapport avec l'amour qui est quand même hyper tabou. On parle, c'est un sujet dont on parle jamais, alors que en fait c'est un sujet qui est tellement important, qui nous permettrait d'envisager la vie vraiment d'une autre façon. Et voilà, on va se libérer de l'attachement à la souffrance, qui consiste en fait à lâcher ses anciens schémas, et donc à lâcher quelque part les avantages qu'on avait à les adopter. Vous voyez, il y a toujours un avantage. La personne qui donne son pouvoir, au moins elle va pas chercher des choses en elle. Vous voyez, on donne les clés, puis on ferme la place, et puis c'est fait. Sauf que voilà, ça crée de la souffrance. Et donc ça invite la personne à se responsabiliser. Et donc on va suivre son chemin d'éveil, qui est un long chemin, qui dure des vies et des vies et des vies et des vies. Hein, l'ascension spirituelle, ça se fait pas en 10 ans, c'est voilà, c'est vraiment un long chemin. C'est une quête en fait. Et donc ça va se traduire par rapport à la pratique du Feng Shui par la prise de conscience que représente ma maison. Vous voyez, ma maison, en fait, finalement, je me rends compte que quand j'analyse, symboliquement, elle raconte telle et telle histoire. Et donc je comprends ce qui me relie à elle. Tu vois, oui, c'est normal parce que j'ose pas. Donc, c'est sûr que je donne mon pouvoir à l'autre. Mais en plus, ma maison, elle m'indique ça. Ou alors, je fais des projets illusoires. Ou alors, voilà, des histoires dans la maison, il y en a des catalogues entiers. Donc, je vais appliquer, là, le changement, c'est ça. En fait, on propose du changement. Quand on fait du Feng Shui, je vais appliquer des correctifs Feng Shui en conscience. Alors ça, c'est un terme auquel je suis extrêmement attaché, parce que j'ai l'impression que c'est rare en fait de mettre la conscience dans le Feng Shui, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a un expert Feng Shui qui va arriver. Excusez-moi pour le téléphone, je vais mettre hop. On a l'impression qu'il y a un expert Feng Shui qui va arriver. Le gars, il arrive, il met des carillons, des trucs et des machins, et voilà, je suis amoureux, je suis riche, j'ai une très belle situation, etc., etc. Bon, ça fonctionne pas comme ça en fait. Ça fonctionne vraiment par la loi de. Il y a une loi qui est très très simple dans l'énergétique, c'est la résonance vibratoire, qui nous dit qui se ressemble s'assemble. Et donc, qui se ressemble s'assemble, ça veut dire que la maison, elle m'attire. En fait, quand j'ai un coup de foudre pour la maison, c'est comme quand j'ai un coup de foudre pour une personne, c'est que c'est complémentaire. Et donc, si c'est complémentaire, bah, je vais vivre des expériences en fonction de mon propre équilibre ou en fonction de mon propre déséquilibre. D'accord? Donc, c'est ma conscience intérieure, c'est mon monde. J'attire une maison qui a des particularités parce que mon monde intérieur est ainsi fait. Et donc, l'expertise Feng Shui, elle consiste à changer le monde extérieur. Donc, on va changer la configuration symbolique et énergétique de la maison, mais ce qui va inviter la personne à changer son monde intérieur. Vous voyez? Et ça, c'est vachement important. Et je le constate, voilà, quasiment à chaque fois que il y a cette chose-là qui est en jeu, qui est un vrai enjeu, parce que vous comprenez que des fois, c'est facile de changer certaines choses, et puis des fois, c'est très compliqué. Vous voyez, quand il y a des pardons à réaliser qui sont très profonds, quand vous avez voilà, des chocs émotionnels intenses, etc., on change pas, on passe pas du noir au blanc du jour au lendemain. Ça se fait par palier, par nuance de gris. Et en fait, par rapport au schéma de tout à l'heure, on peut passer de la souffrance avancée, voire la pathologie, et puis on va ramener le schéma dans un trait de caractère, vous voyez. Donc, vous voyez, quelqu'un de colérique, sanguin à fond, voilà, si on l'amène à quelqu'un de dynamique, on a réussi en fait. Vous voyez, mais on peut pas, quelqu'un qui est très colérique, il peut pas être très effacé. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu ça. Voilà. L'expérience du changement. Je sais qu'on parle beaucoup d'expérience. Hein, quand vous achetez une boîte de yaourt, c'est une expérience maintenant. Mais le Feng Shui, c'est une vraie expérience.